Alexandre, faut qu'on parle de ça en détail. Allons-y, Si ça te va, on ne fait même pas d'introduction particulière, ça pourrait être une bonne introduction. complètement. J'aimerais te remercier parce que je sais que tu as un planning qui est hyper busy et c'est hyper cool de prendre le temps aujourd'hui de parler de tout ça. Notre but, parce que ce qu'on s'est dit, c'était de parler de l'optimisation une fois qu'on a sa mission, gagner plus avec sa mission actuelle, que ce soit au travers du statut, de la partie patrimoniale dont tu parles, etc. Et puis parler un petit peu d'apport d'affaires, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Ouais, Je travaille beaucoup dessus aussi, on pourra en discuter. ouais, ouais, t'es renommé dessus. Et le but du jeu, c'est voilà, d'apporter le maximum de valeur à des freelances, plutôt tech, puisque c'est pas mal notre niche aussi, Absolument. aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bien sûr. Eh bien, déjà, je te remercie aussi de m'avoir proposé de faire ensemble ce podcast, hein. Tu es quelqu'un Plaisir. que je connais depuis plusieurs années, en tout cas sur LinkedIn, et donc ça fait plaisir de faire ça en vrai. Donc, moi, je m'appelle Alexandre Franqui, j'ai cofondé Highway il y a maintenant 7 ans. Le concept d'Highway, c'est d'accompagner les freelances et les indépendants et les professionnels qui veulent se lancer à leur compte, avec une solution tout en un qui va du lancement de leur activité à la gestion, l'expertise comptable et l'accompagnement patrimonial. Alors, on accompagne près de 2000 indépendants aujourd'hui partout en France. 2000 indépendants. Exactement. Waouh. Avec une approche qui est à la fois logicielle et humaine, puisqu'on a conçu un SaaS qui regroupe vraiment toutes les fonctionnalités dont on a besoin, de la facturation au compte pro, à un logiciel financier unique qui calcule et sécurise la rémunération et la trésorerie en temps réel, mais aussi avec un accompagnement humain, parce qu'un soft, c'est cool, mais ça ne fait pas tout. On a besoin de conseils, on a besoin d'être accompagné, guidé au quotidien par une équipe d'experts, que ce soit sur des sujets comptables, financiers. Voilà. Et en termes de background, moi, je viens du monde du conseil et particulièrement du monde des ESN. Ok. Et voilà, ce qui m'a donné l'idée de monter Highway il y a quelques années, c'est que bien que je n'ai rien contre le salariat, parce que évidemment, j'en viens, j'emploie des salariés chez Highway, j'ai monté une boîte de portage salarial, donc le salariat, c'est quelque chose que je fais et que je vis, et puis j'ai aucun préjugé sur rien. Ouais. Je me suis rendu compte qu'un jour, certains s'enfermaient quand même dans le modèle salarial, s'enfermaient au fait dans leur vie. Et j'ai noté que certains, au travers de ce statut d'indépendant, dans indépendance, il y a une notion de liberté, Ouais. bah, à un moment, s'affranchissaient de tout un tas de choses, du cadre salarial, des limites que l'entreprise qui les employait imposait à elle. Et du coup, bah, en s'affranchissant de tout ça, il s'accomplissait, il s'épanouissait à différents niveaux, hein, à des niveaux financiers, hein. On va parler argent, donc mettons tout de suite le sujet sur la table, hein, parce que l'argent euh, fait pas le bonheur, mais remplit bien l'assiette, hein, comme dirait Booba. Et voilà. Et, mais aussi d'un point de vue plus personnel, que ce soit sur le sujet du business, de tout ce qu'on peut faire. On va parler d'une dynamique entrepreneuriale. Et puis aussi d'un point de vue plus patrimonial, parce que derrière, on peut accomplir plein de choses une fois qu'on a un peu plus les commandes de sa vie. Et donc, je me suis dit qu'au travers de ce statut d'indépendant, si on l'exécutait bien, c'est toute la difficulté, c'est de bien l'exécuter parce qu'on rentre dans un univers qui est difficile. Créer une boîte en France, c'est pas simple. La gérer, c'est extrêmement difficile. La piloter financièrement, laisse tomber. Et puis après, envisager tout le reste, Hmm. c'est 10 métiers en un. Et quand on doit faire en plus le sien, qu'on soit un tech, qu'on soit un médecin, qu'on soit un expert du market ou du gros, Ouais. c'est d'autant plus de casquettes qu'on a à gérer. Je me suis dit que ma contribution, ce serait de fédérer en un service, en une solution, tout ce dont un indépendant peut avoir besoin pour le libérer de tout ça Ouais. et lui permettre de se concentrer sur son business. Il fait sa mission. Toi, tu fais tout le reste, en fait. Exactement, c'est ça. Ok. Merci. Donc voilà comment c'est. La promesse, elle est folle, je trouve. Ouais, bah ouais, c'est cool. En tout cas, la valeur, tu parlais de valeur, Oui. elle est vraiment clairement perçue. Ouais. Donc Moi, voilà. j'ai vraiment que des bons retours par rapport à Highway. Et d'ailleurs, on le voit sur le site, sur vos avis et tout, c'est top. Ça Merci. montre aussi que vous délivrez bien et tout. Ouais, ouais. Mais ça a dû être assez challengeant quand même de scaler cette boîte-là avec 2000 clients en 7 ans. C'est quand même assez rapide. Ouais. Tu as deux, trois anecdotes que tu peux partager là-dessus avant qu'on rentre plus dans le détail et tout. Ouais, ouais, j'en ai plein, ouais, j'en ai plein. Alors déjà, 2000, quand on met en rapport à l'échelle temps, quand tu vois d'autres boîtes qui se sont développées en 7 ans, elles sont pour certaines plus là, ou pour d'autres beaucoup plus loin. Yes. Et au fait, première info, il y a 7 ans, le modèle n'était pas le même, donc on a fait évoluer, on n'a pas pivoté, mais on a fait évoluer le modèle. Le modèle tel qu'on le déploie aujourd'hui, c'est depuis 4 ans. Voilà.
La première version d'Highway était beaucoup plus humaine, un peu moins logicielle. Et la particularité, comme tu le dis, de scaler une boîte qui fait tout, c'est qu'en fait, comme on adresse plein de sujets, on est à la fois une legal tech, parce qu'on crée de manière totalement digitalisée des entreprises. Donc on est aujourd'hui sur un workflow où tu as un parcours online connecté au guichet unique de l'INPI, où un indépendant se crée et il crée sa boîte en 4 minutes en se connectant à la plateforme Highway. Ok. Donc on est une legal tech. En même temps, on est une néobanque. Dedans, tu intègres l'ouverture d'un compte pro avec tout le process de dépôt de capital. Je savais pas qu'il y avait ça aussi. Et ouais, et au T'as fait, une carte bleue en fait, Highway. exactement, une carte Mastercard, le logo Highway. Ok. Voilà, et pour pas citer de nom d'autres acteurs qui sont devenus maintenant nos concurrents, mais voilà, t'imagines bien l'expérience que tu as, tu payes avec ta CV, Ok. tes cartes virtuelles et tout ça. Donc en plus d'être une legal tech, on est une néobanque. Et après, derrière, une fois que tu as setupé tout ça, on propose aussi assurance RCP, on recrée un cadre de protection sociale, une mutuelle pro, donc on est un assureur, si tu veux, Hmm. ou un courtier, vois-nous plutôt comme ça. Et une fois que toute la base est créée, on se positionne en tant qu'expert comptable. Donc là, on est au travers d'Highway Compta, qui est filiale d'Highway, membre de l'ordre des experts comptables. Donc ça nous rajoute une casquette. Et t'inquiète pas, je vais répondre à ta question. Voilà. Et puis après, on devient gestionnaire de patrimoine au travers d'Highway Patrimoine. Et donc, toute la difficulté, c'est que on est, et c'est aussi notre grand atout, c'est qu'on est une offre tout en un, mais vraiment offre tout en un, parce que tout le monde dit que c'est une offre tout en un aujourd'hui, c'est hyper galvaudé. Tu vois, ce mot offre tout en un, tu le vois un peu partout, hein, voilà. Très général. C'est très généraliste. Mais c'est en fait d'adresser avec une vraie profondeur d'offre et de service, et donc une vraie qualité de service derrière, l'ensemble euh, de toutes ces offres qui sont des boîtes à part entière. En fait, Highway, c'est plein de boîtes en une, Hmm. parce que toute la proposition de valeur, ça a été justement de rassembler tous les services pour répondre à tous les besoins en une solution unique. Et c'est ça le gros challenge, c'est d'arriver à scaler en parallèle l'ensemble de ces services qui sont, si tu les prends indépendamment, une legal tech, une néobanque, un cabinet d'expertise comptable, un cabinet de gestion de patrimoine, un SaaS. Et je te donne pas les noms de mes concurrents, mais tu les imagines bien quand je donne ces noms-là. C'est assez costaud. Et on l'a fait en mode bootstrap. On a levé des fonds que très récemment. Et on n'a pas levé des centaines de millions. On est une boîte rentable. Donc tout ça, c'est challenging. Pour te donner quelques anecdotes, euh, la première qui me vient à l'esprit, c'est c'est quelque chose de très difficile. On a dû renoncer à l'accompagnement de certaines personnes parce qu'on a eu un afflux de demandes. Mais comme on choisissait, entre guillemets, Focus ouais, on était volontairement focus. par rapport à la valeur que tu peux apporter. Et ouais, exactement. On a préféré se concentrer sur certaines verticales métiers. Tu parlais des techs Ouais. et de la population IT Ouais. dans un premier temps, parce qu'on venait historiquement de là. Oui. Voilà, pour être sûr de maîtriser la valeur qu'on apportait. Ouais. Donc ça, C'est des sites aussi qui sont spécifiques. Ouais. Ok. Ouais. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu avec ou sans accompagnement là-dessus, enfin sans faire, on va le faire un peu général, pas forcément Highway, mais en fait, comme vous couvrez tout, je pense que de toute façon, les gens qui cherchent de la valeur pourront aller chez vous. Mais la plupart des gens qui veulent se lancer dans le freelancing, ils ont le choix entre monter une boîte directement, de la micro, Ouais. du portage. Mm. Et souvent, on ne sait pas trop comment se positionner, on a du mal à voir la valeur, on ne sait pas tellement combien on va gagner, combien ça va coûter, quels sont les risques, C'est clair. etc. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup en ce moment qui veulent aussi vraiment se couvrir d'un certain risque de marché, si par exemple freelancing. Est-ce que tu peux nous donner quelques tips, quelques techniques, Ouais, peut-être quelques indications qui pourraient les aider à faire un choix? ouais, c'est clair. Bah, déjà, je pense que la première erreur à pas faire, c'est de demander à ChatGPT. Ce que tout le monde fait là actuellement, là, pour tout et pour n'importe quoi. Ce qui est drôle, c'est que si tu vas voir un expert comptable pour poser cette question-là, il te répondra SASU, EURL, et il ira forcément te conseiller sur le modèle qui gère le mieux, Oui. qu'il est capable de le plus industrialiser, en consommant le moins de ressources possible Ouais. et et marger le plus. Si tu vas voir une boîte de portage salarial et que tu lui poses cette question, quel est le meilleur statut que tu me conseilles? Bah, vu qu'il sait faire que du portage salarial, il te répondra, bah, fais du portage. Et en fait, nous, le conseil qu'on donne, vu qu'on est capable de gérer tous les statuts, et on est le seul acteur à le faire, hein, du portage salarial au format de société,
arrivera le moment où on accompagnera aussi les micro-entrepreneurs. C'est qu'en fait, on pense philosophiquement que, en fait, nous, on n'a pas de religion en vrai. On pense que tous les statuts sont bien, qu'il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fonction de là où tu en es, là où tu veux aller, quels sont tes enjeux, quelles sont tes contraintes, quels sont tes objectifs. En fait, un statut peut être plus adapté à un instant T qu'un autre. Et demain, ce même statut va devoir être challengé et être potentiellement remplacé par un autre statut. Je m'explique donc que, au final, il faut remettre le statut au rang de ce qu'il est, un simple outil. Comme on bosse, on vient du monde des ESN, tu bosses notamment entre autres dans la data, dans l'infra et autres. Yes. Finalement, ça n'est qu'une stack, en fait, un outil Hmm. qui s'adapte aux besoins du projet de l'entrepreneur et aux enjeux de la vie perso de l'indépendant. Ouais. Et au fait, portage, micro, EURL, SASU, certains voient ça trop comme une fin en soi. Nous, on le voit complètement comme un outil, comme un moyen qui s'adapte au projet. Et donc, selon que tu as un besoin qui est orienté plus sécurité, comme tu disais, qui est orienté plus protection sociale, ou qui est orienté beaucoup plus optimisation du revenu, Hmm. selon ta situation qui nécessite d'avoir une couverture plus importante, ou selon ton appétence au risque, ta maturité par rapport au marché, qui fait qu'en fin de compte, tu as besoin d'un peu plus de souplesse, ou pas, selon la nature de ton activité qui nécessite de faire plus ou moins de frais professionnels, Ouais. et ben, il va falloir combiner tout ça. Peut-être qu'on peut donner des exemples pour illustrer parce que ça me parle, je vois quelques éléments C'est peut-être d'évolution, peut-être d'autres qui débutent un peu moins. d'accord. Notamment, on parle beaucoup du fait de faire du portage et après de monter sa boîte ou de faire du portage, etc. Et de pouvoir cumuler, par exemple, chômage avec ça pour D'accord. sécuriser. On peut prendre un exemple comme ça, par Très exemple? bien. Alors, plusieurs schémas classiques. Un schéma qu'on connaît bien, nous, chez Highway, pour être très concret, c'est cas numéro 1, tu démissionnes Hmm. de ton employeur, Par exemple, une ESN. une ESN. Évidemment, tu as tenté de négocier une rupture conventionnelle, mais tu l'as pas eu. Ouais, Le cas très classique. classique. Donc, du coup, démission, pas de droit France Travail. Ouais. Donc, tu peux pas bénéficier ni de l'AR ni de l'ARS. Ok, attends, juste peut-être on peut On préciser. définit les acronymes. L'AR et l'ARS, c'est France Travail qui te permet de bénéficier soit de l'AR, qui est une indemnisation mensuelle de France Travail, Mhm. le chômage classique tel qu'on Chômage. l'a connu, soit de l'ARS, qui a un capital qui est versé par France Travail, qui est destiné aux créateurs d'entreprises qui vont donc créer une entreprise, et qui correspond à 60% de tes allocations France Travail, versées en 2 fois, la première au démarrage de ton activité, et la deuxième moitié 6 mois après le démarrage de ton activité. Donc l'idée, c'est que tu as à peu près l'équivalent de ton chômage, moins 40%, C'est ça. versé en 2 fois. Exactement. Et le reliquat, tu peux le percevoir dans les 5 années de ton démarrage, Ok. sous certaines conditions. Voilà. Au bout des 5 années, tu les perds. Ok. Mais l'intérêt, c'est que du coup, tu as tout de suite un capital important. Pour te donner un chiffre, quelqu'un qui a eu à peu près 3 000 euros de salaire Mhm. pendant les 18 derniers mois de son salariat, Yes. en moyenne, il touche entre 20 et 25 000 euros d'ARS. One shot. Ouais, one shot. Donc versé en 2 fois. Oui, pardon, on passe en 2 fois. Mais avant impôt sur le revenu. D'accord, Voilà, ok. grosse maille. Ouais, c'est important. Donc ça peut être hyper intéressant. Et ça, il le touche sur son compte perso. Il le vole à personne parce que c'est issu de ses cotisations à son salariat. Il n'a aucun compte à rendre à France Travail. Il est même désinscrit de France Travail. Il n'a plus besoin de s'actualiser. C'est tout à fait légitime. Et, enfin, vraiment, c'est pour aider le créateur dans son projet de création d'entreprise. Et c'est pas pour aider l'entreprise à se développer. C'est-à-dire que en vrai, il en fait vraiment ce qu'il veut. Et c'est tout à fait transparent vis-à-vis de France Travail. Donc ça, c'est le cas 1. Mais il doit créer une entreprise, non? Il est obligé de créer une entreprise Ok. et la garder à minima 6 mois. Ok. Parce que premier versement au démarrage, deuxième versement à minima 6 mois après. Ah. Et donc, il démissionne. Il n'a pas fait valoir ni l'AR ni l'ARS, parce que suite à une démission, il n'est pas éligible à France Travail. Donc, il fait du portage. Il fait du portage salarial sur une période courte qui peut durer, on va dire, environ 4 mois,
parce que c'est la durée nécessaire, 65 jours en réalité, pour réouvrir ses droits à France Travail. Ok. D'accord. Au bout de ces 4 mois, beaucoup de salariés en portage salarial se disent bah, j'ai fait la période suffisante nécessaire auprès de France Travail pour réouvrir mes droits. Oui. En plus, sur des rémunérations peut-être plus importantes que par le passé. Tout à fait. Parce que du coup, effectivement, quand tu es en portage salarial, le modèle du portage salarial fait qu'en convertissant ton chiffre d'affaires en rémunération ou en portage, tu peux faire un premier gap de revenus important entre ton salaire en ESN et le portage salarial. Ok. Et donc, tu augmentes aussi la base de calcul qui sert d'assiette Pour tes droits. pour tes droits auprès de France Travail. Et donc là, à partir de là, bah, tu te dis, bah, soit je continue en portage salarial parce que je me sens bien dans ce statut, parce qu'il a plein d'avantages. Tu es en CDI, tu cotises sur le système classique inhérent au salariat, assurance retraite, assurance chômage, aka France Travail, tu es affilié à la Sécu, tu as un CDI, tu as des bulletins de paye, mais tu es en portage salarial. Donc en vrai, tu restes indépendant et complètement tributaire du fait que si tu n'as pas de client, tu n'as pas de chiffre d'affaires. Si tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu n'as pas de rémunération. Mais tu as les droits aussi. Mais tu as les droits France Travail, puisque tu as cotisé Hmm. et tu es éligible à France Travail. Ok. Et donc, du coup, soit tu continues en portage salarial, parce que c'est un excellent statut, et parce que tu as besoin d'être quelque part ancré dans un cadre qui allie à la fois la protection du salariat et un premier step de liberté du freelancing. Soit tu dis, bah non, moi je veux aller un peu plus loin dans l'optimisation. Je veux faire valoir mes droits de France Travail. Parce qu'en vrai, les 4 mois que j'ai fait en portage salarial ont réouvert 4 mois après avoir démissionné les droits que je n'avais pas fait valoir au moment où j'ai démissionné 4 mois avant. Mais pour 24 mois. C'est-à-dire que les 4 mois me permettent de prendre les 24 mois de. La totalité, exactement. Donc ça prend en compte ton ancien CDI duquel tu as démissionné. Hmm. Et donc là, tu dis, bah écoute, je quitte le portage salarial, je fais valoir une rupture de période d'essai à l'initiative de l'employeur, une rupture conventionnelle, si ma période d'essai est validée. Voilà. Et je vais sur un autre schéma, un format de société. Je fais valoir donc France Travail, qui m'ouvre mes droits à l'AR ou à l'ARS. L'AR ou l'ARS va dépendre donc, du coup du statut cible que je vais choisir en société. Et donc là, différentes options. EURL, SASU, combiné à différents régimes fiscaux, l'IS, l'IR. Et tout ça, en fait, dépend vraiment de comment je veux me payer, de ma situation perso en termes de foyer fiscal Ouais. et de ce que je veux. Femme, mari, enfant, pas enfant. Exactement. Parce que je suis tout seul, j'ai 25 ans, c'est une chose. Ouais. Je suis marié, ma conjointe, mon conjoint est dans une profession qui génère 400K. Voilà, et j'ai 4 enfants ou l'inverse. Ouais. Ça change un peu, il faut raisonner net après hier. Ok, super intéressant, je te remercie. Très cool. Et j'imagine qu'on peut aller après encore au-delà avec l'optimisation sur des investissements, des choses comme ça, avec à partir du moment où on dégage en fait de la valeur qui peut-être soit redescendre personnellement, soit au travers d'une société. Tu disais qu'il y a différents statuts qu'on peut choisir, Ouais. SASU, ERL, etc. Si on décide de réinvestir cet argent, toi, dans Highway, tu proposes peut-être des packages, des choses, des. Ouais, absolument. Ouais. En fait, il y a quasiment un quart aujourd'hui des freelances qu'on accompagne qui ont des structurations avec des holdings et derrière des SCI. Et en fait, ils génèrent une telle capacité financière qu'ils n'ont pas nécessairement envie de tout percevoir en rémunération. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est fou à dire ça, mais tout le monde n'a pas envie de gagner 15 000 euros par mois. Tu vois. Et en vrai, je le comprends. Parce que tout le monde derrière n'a pas envie d'être fiscalisé ou de subir les cotisations sociales sur ce revenu-là. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que malgré le gap de revenus hyper important qui peut se passer entre le salariat et le freelancing, en fait, tout le monde ne change pas de niveau de vie en vrai derrière. Le train de vie reste le même. Ouais, assez. Voilà, alors, il y a un petit gap. Ouais, un peu de kiff quand même. Exactement, bien sûr. Mais en vrai, la vie reste la même. Mm. Et bon, pas pour tout le monde. Voilà, mais
Mais surtout, certains ne veulent pas se faire prendre au jeu des cotisations sociales en fonction des modèles et de la fiscalité derrière. Parce que quand tu vois les tranches marginales d'impôts, quand tu vois la fiscalité, là, on entend parler d'un sujet de 36% sur les dividendes, La flat voilà. tax. Ouais, sur la fête taxe. Ouais. Tu entends parler de tout un tas de choses. Tu Mm. me dis, non, mais attends, moi, je veux trouver les schémas, pour pas les appeler montage, qui me permettent à un moment de non pas réfléchir en termes de rémunération Mm. pour financer mon train de vie quotidien, mais pour réfléchir plutôt actif, plutôt patrimoine, plutôt investissement, plutôt revenu passif. Et en vrai, ils disent, bah, en fait, je veux pas être esclave de mon travail. Je veux pas être, je sais que le mot esclave est un peu fort, mais je veux pas être dépendant Comprendre. plutôt qu'esclave. Voilà. Je veux pas être dépendant de mon travail et dépendant de mon revenu. Parce qu'en vrai, je fais la parenthèse pour ceux, je sais pas si ça t'est arrivé, toi, mais moi, ça m'est arrivé. Plus tu gagnes d'argent, plus tu augmentes tes dépenses. Mm. Plus tu augmentes tes dépenses, plus du coup, tu vas chercher à gagner de l'argent. Et au fait, tu gagnes de l'argent, plus donc tu es dépendant de ton argent et de ton travail. Et en vrai, t'es dans la merde, quoi, tu vois. Ouais. Parce que du coup, tu es complètement verrouillé. Ça me parle quand même ce que tu dis. Ouais. Il se trouve que dans ma carrière, je te disais tout à l'heure que je suis passé par une ESN qui s'appelait James. Ouais. Et chez James, j'ai vraiment bien marché. Ouais. Je suis passé de 0 à 75 personnes en 3 ans. Ouais. Et du coup, comme j'avais un variable qui était très incitatif sur la scalabilité des équipes, etc., je me suis retrouvé en dernière année de l'ordre de 230 000, 240 000 euros brut par an. Magnifique. Le truc, c'est que à ce moment-là, bon, il se passe plein de trucs parce qu'il y a un fonds qui rachète James, on me propose entre capital, on propose encore plus d'argent, etc. Mais ton niveau de vie, même si je n'étais pas monté sur un niveau de vie à 230 000 parce que c'est monté tellement vite que je n'avais pas eu le temps, Ouais, t'avais pas eu le temps de mais en financer. fait, bah, le kiff vient, on dépense quand même beaucoup plus vite. Ouais, bien sûr. Et donc, je pars dans une autre boîte à ce moment-là, et là, je me lance ce créneau ESN, et je me dis, en fait, mon standard maintenant, c'est 237, voire plus, en fait. Là, t'es verrouillé. 300 000 balles. Et se recréer une nouvelle situation en tant que freelance ou via la porte d'affaires, par exemple, C'est clair. ça met une petite pression quand même. Complètement. Ouais. Je vois vraiment ce que tu dis. Ouais. Et donc, c'est là, au fait, où nous, on essaie de sensibiliser les fris qu'on accompagne. Hmm. On n'est jamais donneur de leçons, mais que de bons conseils, pour faire en sorte que ce nouveau niveau de vie auquel ils accèdent, qui est le leur, ils ont 100% de mérite, et Bien sûr. s'ils veulent tout claquer à Vegas, mais fine, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais par contre, s'ils peuvent être un peu plus smart pour se dire, attention, à un moment, le marché peut tourner. Il peut y avoir des périodes de creux, c'est la vie de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de problème, en fait. La roue tourne, tourne, comme disait l'autre, tu vois. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, est-ce qu'en vrai, tu peux pas créer d'autres modèles de business ou d'autres modèles d'actifs qui font qu'en fait, ce que tu as généré, tu le replaces, ça travaille, c'est peut-être un peu plus long terme, mais derrière, en vrai, c'est ça qui va générer ta base de revenus future et qui fait que c'est complètement décorrélé de ton travail et tu es dans une approche soit entrepreneuriale, soit d'investisseur. Et en vrai, oui, bien sûr, ça t'impose de faire un petit effort maintenant. Et bien sûr, de mettre 500, 1000, 1500 maintenant, bah, ça fait que tu vas pas bouffer dans un resto étoilé ce soir. Oui. Par contre, dans 20 ans, tu seras content de l'avoir fait maintenant parce que du coup, dans 20 ans, quand tu auras 45, 60, selon l'âge que tu as maintenant, et ben, tu dis, OK, ce que j'ai fait il y a 20 piges, ça m'aura servi. Et là, du coup, la dynamique entrepreneuriale, l'apport d'affaires, la formation que tu dis pour comment j'apprends à vendre, comment j'apprends à marketer d'autres business ou ce que tu développes comme capacité à entreprendre sur des investissements IMO et tout, ça change du tout. Et donc, nous, on structure des, des, des véhicules d'investissement, que ce soit sur des montages. Après, on ne va pas au Panama, hein, tu vois, il y a rien de. Enfin, après, on les maîtrise tellement que voilà, mais tu montes une URL, tu montes une holding, tu as une SCI. Voilà, certains ont d'autres véhicules d'investissement, quels qu'ils soient. Et le but, c'est qu'en remontant du coup derrière, bah, tu, tu- tu- tu ne viens pas fiscaliser ou faire soumettre à cotisation sociale une part que tu n'as pas envie de prendre en revenu et que tu préfères allouer à de l'investissement. Je vais prendre des grandes mailles pour donner un peu d'exemples là-dessus. Mais par exemple, je me retrouve avec une belle année. Je fais 50 000 euros de dividendes à la fin d'année après de m'être payé un petit peu. Si je crée une holding au-dessus avec le régime Murphy, je vais pouvoir du coup
remonter ses dividendes avec quasiment aucune taxe. Je crois que c'est 3%, 2%, 5%. Donc, c'est à peu près 50 000 euros. Je vais pouvoir les réinvestir peut-être en apport au travers d'une SCI et lever, on va dire, en QF 5 ou QF 10. Donc, 500 000 euros ou 250 000 euros, peu importe. Si j'avais une fiscalité personnelle, du coup, ces 50 000 euros seraient devenus, avec la flat tax, 30 000, quoi, grosso modo. Ouais, si tu les avais sortis en flat tax, si tu les avais sortis en salaire, si tu les avais sortis en rémunération de gérance, tu aurais payé les cotisations Ouais. sociales d'un autre niveau, 80% ou 45%. Donc, au lieu de, mettons, 500 000 euros, si je fais un QF 10, l'apport par rapport à l'emprunt, Ouais, je passerai à un bien à 300 000 euros en perso. ouais, exactement. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est par exemple pour les intégrations que tu fais, que tu proposes à tes clients, c'est d'augmenter en fait la capacité La d'investissement. capacité d'investissement par des schémas qui te permettent finalement d'économiser à la fois des cotisations sociales et de la fiscalité. Et donc, la conclusion, c'est exactement celle que tu dis, Ok. c'est que tu augmentes ta capacité d'investissement. Donc la question, c'est est-ce que tu préfères investir plus ou moins? Hmm. Tout le monde se dit à la fin, je préfère investir plus. C'est clair, c'est clair. Je sens qu'on partage la même philosophie aussi sur le TGM, ça paye le lifestyle. Et après, on regarde ce qu'on veut faire en plus pour le kiff et l'investissement, grosso Ouais, modo. ouais, Et tu sais que moi, je suis très actif dans l'apport d'affaires. Je ouais, pense ouais. que vous mettez là-dedans. Donc, je suis complètement aligné par rapport à ça. Pour moi, l'apport d'affaires, c'est ce qui permet, parmi toutes les solutions SaaS, formation, même IMO, de générer le plus de cash additionnel sur une période courte. J'ai des clients qui font assez facilement 20, 30, 50 000, 100 000, voire plus par an. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire avec ces poches-là qui se génèrent en plus de leur TGM, qui payent du coup le lifestyle? Donc, c'est Ouais. vraiment du cash disponible pour maximiser leur situation et peut-être prendre deux exemples, des gens qui gagnent peut-être 30 000 euros en plus par an et des gens qui sont plutôt à 100, 150 000 euros en plus Ouais, bien de sûr. temps. J'ai deux conseils à donner. À la fois la partie invest, mais aussi la partie formation. Après, chacun définit le budget qu'il veut. La partie invest, que ce soit sur de l'épargne, sur de la retraite, sur de l'IMO. Donc tout ça, c'est dans la continuité de ce qu'on se disait, c'est préparer l'avenir et construire son patrimoine, que ce soit pour la génération de revenus passifs, la préparation de la rente, de la transmission. Tout ça, c'est ce qui fait qu'on va préparer sa sérénité de demain et de faire en sorte que son revenu, son lifestyle de demain ne dépende plus uniquement de sa principale source de revenus. Et c'est vraiment essentiel de construire ça parce que un revenu, c'est fluctuant. Les compétences qui valent aujourd'hui ne vaudront peut-être pas demain. On le voit, hein, les technologies évoluent aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu, mais Accenture licencie combien? De 12 000 personnes parce Ouais, que avec l'IA. avec l'IA et compagnie. Mm. Donc en vrai, c'est très évolutif, très turbulent. Donc une vérité n'est plus valable. Ouais, faut se baquer. Faut se baquer, quoi. Voilà. Et donc, quelque part, tes investissements te permettent de te baquer, Mm. à condition qu'ils tiennent dans le temps, évidemment. Et puis après, tu construis aussi pour un socle familial. Voilà. Mm. Donc ça, c'est la première chose. L'épargne, la retraite, l'immobilier, c'est nécessaire pour construire sa sérénité de demain. Pour moi, c'est essentiel. Et ne pas être dépendant de juste son seul revenu du travail. Parce que c'est trop risqué pour moi à son sens. Et ce que tu fais sur l'apport d'affaires, d'ailleurs, je suis intéressé juste après de partager ton retour d'expérience Avec plaisir. tips parce que en vrai, on voit beaucoup de propos sur LinkedIn là-dessus. Yes. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes et pour pas dire de bullshit là-dessus, mais toi, Clairement. en vrai, Clairement. tu le fais, tu fais gagner de l'argent aux gens, t'en gagnes aussi. Donc, en vrai, c'est ceux qui font qui ont les meilleurs conseils à donner. Oui, c'est sûr. Et après, le deuxième conseil, c'est d'investir sur soi. Mm. Je parle pas de bien-être, je parle de formation. Ouais, clairement. Parce que le développement de ses compétences, et là, je vais te rejoindre sur le sujet de l'apport d'affaires, notamment une des compétences qui est la vente, au fait, Mm. mais aussi des compétences techniques pour se développer et être capable, surtout quand on est indépendant, d'ajouter des cordes à son arc, de développer son set de savoir-faire, et notamment une des compétences qui me paraît clé. euh, si on veut entreprendre la première partie de mon discours qui est les investissements, je dirais, quand tu gagnes de l'argent, il faut savoir gérer ton argent. Mm. Je veux dire, moi, je parle aujourd'hui, on accompagne des médecins
donc des professionnels de santé qui atteignent des niveaux de rémunération énormes. On accompagne des techs qui gagnent beaucoup d'argent. J'arrive pas à entendre, moi j'y comprends rien, c'est ma femme ou mon mari qui gère. Tu vois, c'est un discours que je peux plus entendre ça. Tu vois. Et donc les gens doivent se former aujourd'hui. Et il y a plein d'outils aujourd'hui pour se former, pour comprendre. Il n'y a pas de souci si t'es pas un expert, mais tu dois maîtriser ton sujet. Parce que il s'agit de ton argent. Et aujourd'hui, le système, il est tendu. Je parle du système de retraite, je parle de. Voilà. Ouais, ouais, Et ton argent, tu as travaillé pour le gagner. c'est clair. Et ton argent, tu dois le maîtriser à l'euro près. Et tu dois pas remettre dans les mains des autres, dont tu sais pas leurs compétences, l'issue de chaque euro. Donc, moi, franchement, le deuxième conseil, c'est en plus de préparer vous-même votre avenir, formez-vous sur comment gérer votre argent. Et si vous êtes indépendant, apprenez à vendre, parce que la vente, c'est un super beau métier. Et par apprenez à vendre, ça ne veut pas dire transformez-vous, mais apprenez à faire valoir. Tu parlais de valeur, la valeur que vous apportez, bien présenter les choses. Voilà, donc, développez-vous, quoi. C'est ça que je veux dire, en permanence. Peut-être te donner quelques éléments là-dessus. Juste avant ça, je pense que ça pourrait être intéressant de mettre à l'écran peut-être un indicateur des intérêts composés. Si on met par exemple un capital de 10 000 euros et 1 000 euros de côté à 7%, juste pour voir en fait l'importance de l'évolution de son cash sur 25 ans par exemple. C'est fou. En fait, souvent c'est peut-être ce qui peut déclencher dans la tête des gens l'envie d'aller investir un petit peu, de regarder tout ça. Je te sors notre simulateur, tu vois les intérêts composés. Bon voilà, allez sur Highway. Ouais, c'est une très bonne idée. Parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte. Ça peut avoir un côté un peu boring, un côté un peu papy. On ne se rend pas compte à quel point est-ce que l'argent que l'on fait travailler à notre place sur une période de 20-25 ans a des leverages incroyables. Mais l'argent qui travaille à ta place, plutôt que toi qui travailles pour l'argent. C'est la meilleure. C'est la meilleure phrase du podcast, ça. C'est clair. Arrête de travailler pour l'argent, fais travailler l'argent pour toi. Et même à partir de quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros, l'effet en fait sur une période un peu longue est exceptionnel. C'est clair. Donc, C'est clair. Les intérêts composés. exactement. Rien que ça. God bless les intérêts composés. S'ils existent vraiment. On le verra quand on sera à la retraite. Ouais, c'est clair. Alors, je vais rebondir maintenant. Tu disais donc apprendre à vendre. C'est vrai que c'est, à mon avis, la skill la plus importante quand on est freelance, mais pas du tout la manière dont on l'imagine. Je pense que beaucoup de freelance, tech en particulier, ont l'idée complètement fausse qu'un bon vendeur, c'est un vendeur de ESN. Je pense que c'est un très mauvais vendeur. Et la meilleure manière de bien vendre quand on est freelance, c'est d'avoir une approche un peu docteur. Tu accompagnes les docteurs, tu sais de quoi je parle. Lorsque tu vas voir ton docteur, il ne te vend pas du Doliprane. Il est là pour établir un diagnostic et à partir du diagnostic, te faire une recommandation. L'apport d'affaires, c'est ça. L'apport d'affaires, c'est un client un peu tech qui parle avec un expert technique qui va lui faire des recommandations et lui proposer le bon profil. Parce qu'on a une aberration dans notre marché. On a quand même un client technique qui parle à un commercial pas tech pour trouver un mec tech. Complètement. C'est quand même con ce truc. Ouais, c'est clair. Il faut que les deux techs se parlent. Exactement. Ouais. Et en fait, à partir du moment où on a compris un peu les patterns, les questions à poser et qu'on sait structurer finalement une phase d'échange, de curiosité sur un besoin, sur un projet technique, que le freelance a bien compris ça, eh ben, il vend beaucoup plus, beaucoup mieux qu'un tech de SN. Ouais, c'est clair. Il a cette skills qui se développe et c'est pas du tout agressif. Et j'aimerais bien profiter de ce podcast pour casser un peu cette idée reçue parce que n'importe quel freelance tech peut être un excellent vendeur. Exactement. Ouais, bien sûr. En fait, il y a un mot dans ton discours qui me parle, c'est le mot expertise. L'expertise, ça fait tout, parce que ça crée et la crédibilité et la confiance. Et en fait, c'est ça la vente, en fait. Complètement. Et une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Et si on résumait la vente à autre chose, on se tromperait de débat. Ce qu'il faut, c'est juste avoir derrière une bonne approche, bien comprendre les besoins d'un client, être à l'écoute. Après, il y a quand même un procédé, tu vois. Oui. Un sens du client, il y a un relationnel, il y a un accompagnement, il y a une proposition. Il y a tout un ensemble qui va avant et après. Et c'est aussi ça. Mais tu vois, je trouve que le relationnel en tant que tel, on le sacralise beaucoup trop. Finalement, ce qu'il veut, c'est quelqu'un disponible le plus tôt possible, avec les meilleures compétences possibles, et après les soft skills qui vont bien. La temporalité est essentielle. Donc finalement, quand on parle de temporalité, ça veut dire qu'on peut être aussi un peu opportuniste sur certains deals, certains placements, et le client va l'apprécier plus que peut-être qu'un relationnel qu'on a travaillé pendant 1 an.
C'est clair. Donc, on peut débarquer finalement en tant que freelance et en quelques semaines, quelques mois, faire un certain nombre d'opérations très rapidement. Bien Et sûr. c'est peut-être un des plus gros challenges des gens qui veulent se lancer, c'est d'arriver à comprendre comment est-ce qu'avec tel et tel mécanisme, en se formant un petit peu peut-être, on peut arriver à faire exploser ses revenus grâce à l'apport d'affaires. Ouais, bien sûr. Et puis, et la valeur que tu apportes, in fine, Oui, il y a que ça qui compte. Franchement, oui, aujourd'hui, il y a tellement de monde. Le freelancing, il s'est généralisé, voire même banalisé. Aujourd'hui, la différenciation entre quelqu'un qui prouve son expertise et la valeur qu'il est capable à apporter, oui. enfin voilà, le sujet est fait. Après, si le mec est plus ou moins sympa et il crée plus ou moins de relationnel, non, t'es Non, bon, t'apportes ta valeur, t'es dispo, ouais. t'es au bon tarif, euh, c'est réglé quoi. Peut-être aujourd'hui, ce que j'ai remarqué moi par rapport à ça, je sais pas comment tu le travailles sur la partie apport d'affaires, il y a une couche de notoriété, donc de personal branding, Ouais. de communication. Si tu arrives à travailler ça, donc tu vois, c'est presque une couche du coup un peu plus entrepreneuriale de com. Ouais. Voilà. Si un indépendant arrive à faire valoir son positionnement euh, d'expertise au travers d'une stratégie de contenu, au travers d'une stratégie de valorisation de son expertise par du contenu, de la présence, mais pas creuse, vraiment, tu vois, validée. Hmm. J'ai quand même le sentiment que du coup, quand la personne se présente, elle est un peu déjà pré-validée, Hmm. cautionnée par toute l'aura qu'elle a réussi à créer. Et donc, du coup, quand elle appuie un tarif un peu plus poussé, Tout à fait. euh, En fait, pour moi, il y a plusieurs choses. Si tu veux faire de l'apport d'affaires, globalement, en tant que freelance, je pense que c'est important de réfléchir comme ça. Il faut d'abord que tu comprennes bien que tu travailles sur une niche et pas deux. Voilà, tu es vraiment très spécialisé. Ton expertise, c'est une niche. Si tu veux faire de l'apport d'affaires, tu dois avoir un branding solide. Un branding, c'est pas un nom. Un branding, c'est en fait toute l'image et l'expérience qu'on vont avoir les clients avec toi. d'accord. Alors, ça passe par LinkedIn, comme tu dis. Il y a un travail à faire pour se présenter sur LinkedIn. Ça passe par toutes les autres plateformes, etc. Ça passe par le CV. Nous, quand on accompagne certains de nos clients, on teste 25 CV différents. D'accord. Comme on le ferait, mais de manière totalement naturelle, si tu lances une app ou un site web, tu vas tester des versions, mais personne ne le fait sur le CV. Alors qu'il y a des CV qui convertissent, c'est-à-dire qu'ils sont appelés 10 fois plus qu'un autre CV de la même personne. Ah ouais, C'est un délire. c'est Tu clair. vois. Donc, il faut avoir cette approche un peu branding. Dans l'expérience de marque, je crois que je suis revenu, j'ai oublié de le donner à un client tout à l'heure. Je vais te montrer un petit peu l'expérience de marque Cléta, par exemple. Parce que j'utilise les mêmes méthodes pour l'apport d'affaires que pour mon ESN. Ça marche pour tout. Quand tu es chez Cléta et que tu es nouveau client de Cléta, tu reçois ça, une petite pochette en cuir, à l'intérieur, une pièce. La pièce, c'est la pièce de Cléta. C'est une pièce en argent, alors c'est pas du vrai argent, mais peu importe, avec le logo de Cléta, etc. La tête de la déesse Cléta, qui est la déesse grecque de la performance. Et on t'explique que, comme tu fais partie de, grosso modo, de la famille, la déesse te donne une pièce d'argent pour te montrer voilà, que tu fais partie du crew, quoi. Ok. Trop bien. Il y a tout un petit storytelling autour de ça. Ça, c'est l'expérience de marque. Magnifique. Aucune ESN ne fait ça. Si tu fais ça en tant qu'apporteur d'affaires freelance, mais imagine le Clair. souvenir dans la tête des clients. Ah, voilà. C'est ma passion, ça. Très bien, je te la donne pour toi. Merci. Donc, tu vois, le branding, c'est super important. Ouais. La niche, c'est super important. Après, tu as le collectif. Beaucoup se lancent dans l'apport d'affaires en disant, avec leurs 10-15 personnes dans leur réseau, ils vont faire de l'apport d'affaires. D'accord. Non. Même si tu avais 100 personnes, tu vois, dans ton réseau, tu en as à peu près 12% qui sont disponibles à un mois, avec des technologies différentes, des souhaits différents, des mobilités différentes, des TGM différentes. Donc la possibilité pour toi de signer un deal par rapport à un besoin, c'est peanuts, quoi. C'est peanuts, ouais, bien sûr. Donc nous, on t'apprend à avoir 1000 profils en 30 jours. Ça, c'est le premier truc. 1000 D'accord. profils sur ta niche, des clones de toi en 30 jours. Ce qui fait que tu as naturellement une centaine de personnes que tu pourrais recommander. Et du coup, tu es sûr de signer en fait ton deal. Tu as forcément sélectionné la crème de la crème, la quintessence du profil pour ton client. Ensuite, il y a la partie acquisition. Alors, tu parlais tout à l'heure de LinkedIn aussi, l'ajout de notoriété que ça peut apporter. Ça, c'est un peu long terme. C'est indispensable, mais c'est long terme. C'est long terme. Euh, on peut mettre en place 4 leviers qui sont intéressants au niveau de ton réseau, au niveau du réseau que tu te crées. Donc là, c'est plutôt une logique prospective avec des outils, etc. Au niveau de la communauté, c'est LinkedIn, et au niveau de ce que tu peux faire au niveau des plateformes. Par exemple, le fait de mettre ton CV sur différentes plateformes comme, euh, par exemple, Jean-Michel. Jean-Michel, Freelance, Malte, etc., vont t'apporter aussi un leverage d'acquisition, ce qu'on appelle des leads ou des besoins, que tu pourras après retravailler pour en faire de l'apport d'affaires. L'apport d'affaires. Ouais. Et une fois du coup que tu as
le collectif, les leads, le branding, la niche, il te manque deux choses. La partie closing, donc c'est les compétences, Compétences notamment de approche docteur dont on parlait, et la partie facturation. Parce que c'est souvent ça qui est un peu négligé. Il faut apprendre à bien facturer, à être bien être payé, sinon tu bosses pour rien. Voilà. d'accord. Et une fois que tu as mis ces, on va dire, 6-7 étapes, eh ben, tu as un système d'acquisition et globalement de développement de l'apport d'affaires qui est exceptionnel. Ouais, c'est énorme. Et comment tu préconises de gérer cette partie presque contractuelle et financière? Est-ce que tu préconises d'être intermédiaire de contractualisation entre le client et l'indépendant, c'est-à-dire que tu achètes et tu revends, Hmm. avec le risque que ça suppose? Ou est-ce que tu préconises d'être plutôt à côté, c'est-à-dire que le freelance contractualise avec le client, et après, au fait, l'apporteur d'affaires prend juste une marge, mais cette recommission de marge? C'est une super bonne question. Peut-être même je peux la découper avec deux choses. Est-ce que tu contractualises avec le l'ESN, le client final ou le freelance? Et est-ce que tu es intermédiaire ou est-ce que tu es commissionnaire? Euh, Si tu es intermédiaire, pardon, si tu es sous-traitant ou commissionnaire. Ouais. Si tu es sous-traitant, comme tu l'as très justement dit, tu vas vite te retrouver en difficulté. Si par exemple, on va dire, je bosse pour BNP, Ouais. ensuite il y a peut-être toi ou une ESN, comme tu Ouais. veux, et qu'après tu sous-traites à un freelance, Entrée, ouais. s'il y a trop de sous-traitants, tu vas avoir la sous-traitance de rang 2, et là les achats vont te toper, très compliqué en signature, etc. Quand la chaîne contractuelle est trop longue, personne n'aime ça. Exactement. Et en plus, on a un sentiment que tout le monde prend sa marge et que voilà, tout le monde est biaisé, personne n'est confiant. Ça se tend un petit peu. Ça, moi, je déconseille très fortement. Voilà. Dans les autres modèles, c'est quoi? C'est je me fais payer uniquement la commission. Et pour éviter un empilement de marge, moi, je considère que un bon ratio quand tu te lances dans l'apport d'affaires, c'est 30% avec des ESN, 70% avec des clients finaux. D'accord. C'est-à-dire de vraiment privilégier le travail avec les clients finaux. Avec le client final, bien Ouais. sûr. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup qui vont se dire, oui, mais quand tu es freelance en tech dans nos métiers, il y a des référencements. Ouais. Alors, les ESN, c'est sûrement. Les ESN, tu arrives à faire des deals avec elles. Modulo, après, il faut que tu sois payé. Pour une raison ou pour une autre, elles vont te dire non, mais il est passé de data engineer à lead data engineer, donc je te paye plus. Il y a des pénalités, je t'enlève le truc, je peux pas. Il y a toujours des galères. D'accord. Mais ça fait un deal flow. C'est intéressant de travailler ça. Les clients finaux, ce qui est intéressant, c'est que tu as la relation avec eux. Le marché a évolué sur un point dont je vais peut-être pouvoir parler après, qui permet de gagner des commissions qui sont exceptionnelles. Enfin, le freelance a le même TGM, mais toi, tu vas gagner 100, 200 euros de commission par jour. Ouais. On est très loin des 20, 50 euros avec les ESN. Hein. Et en plus, donc, tu as le relationnel, tu as de la visibilité. Le client te relance toi directement s'il a un autre besoin. Tu as beaucoup plus de chances d'être payé. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui sont favorables à travailler avec des clients finaux. Ouais, et puis tu as mis un pied chez le client, donc un peu en mode, pour reprendre la thématique cheval de Troie. Du coup, potentiellement, un peut en amener un deuxième Exactement. apport d'affaires, et ainsi de Voire suite. même davantage. Il y a des clients chez qui j'ai 6, 7, 8 apports d'affaires. Et en Ok. fait, du coup, bah, ça comprend. Et plus tu fais ça des années, plus en fait, moins tu as besoin d'efforts parce que c'est le client qui t'appelle directement, Ouais. sachant que tu peux de toute façon lui trouver la bonne personne dans la niche qui l'intéresse. Pourquoi il s'embêterait à travailler avec quelqu'un d'autre? Ouais, Alors, maintenant, je vais peut-être mettre 2, 3 garde-fous là-dessus. Sur les 100 plus grands comptes français, tu peux bosser en direct, quasiment direct, avec 98% d'entre eux. Ok, 98. Comment tu fais ça? Tu veux pas passer par des ESN qui vont prendre en fait une commission qui est très significative. Tu peux travailler avec le client final et au moment de la partie closing, travailler avec ce qu'on appelle des free first. Par exemple, c'est Malte, Comet, Inops, etc. Mais les free first, en fait, ils vont pas mettre en avant une disposition contractuelle qui est présente dans quasiment tous ces grands comptes, qui est ce qu'on appelle du portage commercial. Ouais. La distinction entre les deux, c'est que si par exemple Malte est sollicité pour trouver un freelance, ils vont appliquer un taux qui correspond exactement au taux de sourcing, Ouais. en général entre 12 à 18%, qui est du coup assez élevé, réparti un petit peu entre le freelance, un petit peu entre le client final. Mais si tu viens avec le client qui dit bah, ok, moi je veux bien bosser avec lui, avec ton freelance, donc c'est pas eux qui l'ont sourcé, là c'est un portage commercial. Et donc, la marge est moindre. Exactement. Et là, c'est en général 3-4%, ça peut être 5%. Moi, j'ai fait des deals à 0 parce qu'il y avait des free first qui voulaient absolument garder le marché et du coup, qui m'ont dit quoi qu'il arrive, je signe ton mec et je te prends pas de commission, tu vois. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que si on prend par exemple un TGM classique d'un bon freelance à 850 euros TGM client final, que tu lui verses peut-être 650 euros qui a un TGM honnête, bah, tu as 200 euros de commission moins 3-4%, donc 30-35 euros.
et tu touches en fait par jour 170 € de commission et personne n'est lésé. Tu vois. Le client a payé son tarif normal, le freelance a son TJM et toi, tu as une commission qui est Ouais. intéressante. Donc en fait, ne pas se bloquer par rapport aux problématiques de référencement, ne pas croire que les ESN ont le monopole des référencements. Exactement. On peut soit les taper en direct, soit à défaut, avec les free first, s'autoriser avec des deals qui peuvent être extrêmement optimisés, Oui, d'être portés commercialement. exactement. Ouais, je connais bien pour l'avoir déjà fait et je confirme que ça marche, ça s'opère très bien et qu'en fait tout le monde est gagnant parce qu'eux ils font un simple portage administratif Exactement, comme c'est ça. On dit aussi portage administratif. ouais, ouais, ça marche très très bien. Ouais. Et on l'a même fait nous aussi. Alors, ouais, Ouais. Oui, en fait, je suis même de l'autre côté de la barrière. c'est ça. En fait, pour beaucoup, en fait, c'est assez courant. C'est vrai que c'est resté un temps la chasse gardée des jeunes ESN aussi qui se lançaient et qui voulaient pas trop que ça se sache parce que euh, plus tu dis qu'on peut passer outre les référencements au freelance, c'est emmerdé pour les signatures, pour les ESN, donc c'est compliqué. Mais en fait, c'est quelque chose que tu peux totalement faire en tant Ouais, complètement. qu'indépendant et Ouais. qui est intéressant. Et ça marche d'autant plus, je reviens même peut-être à ton conseil numéro un, c'est se spécialiser sur une niche d'expertise. Hmm. Et au fait, là, le rapport de force, il est en ta faveur, parce que l'expertise, c'est pas forcément l'apanage de toutes les ESN, Hmm. de toutes les marketplaces. Et si toi, tu arrives sur un segment qui est le tien, un marché qui est le tien, Ouais, tu arrives très très facilement, enfin très facilement, plus facilement à contourner les problématiques de référencement, parce que 100%. tu es hors cadre. Exactement, t'es hors Et, cadre. ça, on l'a tous, pour avoir arrêté de l'autre côté de la barrière en ESN pendant 10 ans, on sait très bien que le meilleur moyen de contourner un référencement, c'est l'expertise. 100%. Exactement. Et tu vois, si tu prends une technologie un peu courante comme, je sais pas, Elastic par exemple, très niche, tu vas avoir peut-être entre 6 et 9 000 profils en France qui bossent là-dessus. Donc, tu peux presque les contacter en un par un, quoi. C'est hyper facile. Ouais, bien Donc, sûr. si tu vraiment as un petit réseau, un petit collectif assez sympa avec des freelances sur ta niche, euh, le client passera pratiquement mais évidente par toi parce qu'il sait que tu les connais tous, quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est, c'est le travail que peut pas faire une ESN qui, par nature, doit être un peu opportuniste parce que ils ont des gens en intercontrat, il faut aller proposer quelqu'un. Ils ont pas cette capacité d'être hyper spécialiste comme le peut l'être un freelance, en fait. D'accord, Ouais. d'accord. Et c'est la valeur pour moi de l'apport d'affaires. Ok. Franchement, ton système, ta méthodologie, modèle d'acquisition, expérience. Et tu vois, aujourd'hui, je vois de plus en plus de, de personnes sur LinkedIn qui vendent de la formation sur comment générer de l'apport d'affaires. Ouais. C'est quoi ton avis par rapport à tous ces créateurs de contenu qui en Bah, fait sont des vendeurs de formation qui en vrai, eux, arrivent à vendre leur formation, mais est-ce que vraiment ils donnent de bons conseils? en fait, moi, je constate que ceux qui ont des résultats ont des meilleures formations. Donc, c'est sûr que euh, moi, je trouve intéressant, sans être rentré dans l'état de la formation, ce qu'a fait Chris Choly, par exemple, sur son accompagnement. C'est un accompagnement qui a des très bons résultats pour tout ce qui est start-up, là où il n'y a pas de référencement. Ça marche très bien. Et je pense que ces méthodes sont un peu cannibalisées parce qu'il y a beaucoup de monde qui utilise vraiment ces méthodes aujourd'hui. Donc, Ouais. peut-être à vocation un peu à se tasser un petit peu. Mais aujourd'hui, le fait est que ça marche. Tous les copies, par contre, tous les copycats, je dois dire ils n'ont pas prouvé grand-chose dans le Ouais. donc là, plus dubitatif, quoi. D'accord. Ouais. Ils essayent juste de dupliquer le modèle de Chris Ouais. qui a marché pour lui et pour ceux qui l'ont suivi. Et, Ouais. ouais, Ouais. ouais. Il y a un effet de peine Le- sur. Il y a un effet d'aubaine, ouais. Mais c'est vrai que quand tu travailles en grand compte, ce qui est le cas en fait de beaucoup des freelances qui nous écoutent certainement et qui ont cette logique des référencements, bah, en fait, il y a pas mal de choses à changer. Tu peux pas être sur les mêmes métriques, tu peux pas être sur les mêmes méthodes, même d'acquisition. Ça ne marche pas en fait. Bien sûr, bien sûr. Euh, des clients qui ont des référencements avec des panifications très complexes, tu les abordes pas du tout pareil que le PDC Startup ou le DSM Startup. Ouais. Ça fait. Non, non, moi je connais bien Chris. Ce qui fait beaucoup des freelances qu'on accompagne Ils sont passés par lui. sont passés par lui et effectivement ça prouve sa valeur. Ouais. Nous, chez Aliway, on a fait un truc qui va dans la veine de ce qui existe entre toi, Chris, Yes. euh, et en fait qui aussi tire profit de la dimension communautaire qui existe chez Aliway. Parce que les personnes qu'on accompagne, on les a aussi connectées entre elles. Et tu vois, pour moi, la vision aussi
de, d'un business qui est le nôtre, c'est de faire en sorte de ne pas voir un client, c'est-à-dire un indépendant, comme un client unique, mais de voir aussi l'ensemble comme une, une communauté qui peut aussi créer des synergies entre elles. Hmm. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'accompagner des populations homogènes en termes de métiers, qui peuvent s'apporter de la valeur, qui ont les mêmes problématiques, qui ont les mêmes enjeux. 100%. Ouais. Voilà. Et donc, si on parle de la verticale tech, IT, qui opère sur le marché des ESN, entre autres, et ben, derrière, on a créé un système d'apport d'affaires entre freelance. Ils se partagent entre eux des opportunités off-market et qui s'entraident dans le respect de toute contrainte contractuelle et autres, hein, mais qui s'entraident à se partager des missions, euh, des opportunités de marché pour voilà, se faire démarrer au sein de la communauté. Et ça, c'est hyper intéressant parce que certains freelances accèdent à des opportunités de mission qui sont en dehors des radars du marché Ouais. et qui proviennent du réseau, de réseaux, et comme tu disais tout à l'heure, qui sont prévalidés par un pair, au fait. Hmm. Et qui mieux que, comme tu disais, un expert, qui mieux qu'un free qui fait ton métier pour te recommander et te vendre, au fait, Yes. une opportunité qui va te parler à toi, 100%. versus un commercial. Et j'ai rien contre un commercial, j'en suis un nativement de base, tu sais, le commercial. Voilà. Mais en vrai, qui de mieux de te dire, bah écoute, voilà, le job c'est ça parce que c'est la chaise à côté de la mienne. Voilà ce qu'on fait, ce qui est bien c'est ça, ce Yes. qui est de moins cool c'est ça, parce que de toute manière c'est toujours noir et blanc. Et en vrai, le projet ça va être ça. Je te fais rencontrer le CTO, je te fais rencontrer le lead dev. Et en vrai, il n'y a pas de Trafalgar. C'est hyper objectif, neutre. On n'est pas là pour te vendre, on est plus là pour te présenter. Hmm. On est là pour te projeter. C'est hyper sain. Derrière, l'intérêt financier, il est clair et net. Hmm. Ce que prend l'apporteur d'affaires. Parfois, il y a Highway qui est dans le deal aussi. C'est un truc très vertueux. Et en fait, tout le monde est content de faire gagner de l'argent à tout le monde. C'est hyper transparent. Et versus ce que moi, j'ai ressenti par mon passé, quand j'étais en ESN, où l'ESN, tu as l'impression qu'elle gagne injustement son Hmm. dû, alors qu'en vrai, elle a bossé. Et son dû, il est dû et mérité. Il n'y a pas à lui enlever. Bah là, au fait, la part des uns et des autres, elle est légitime. Et voilà. Donc ça, je trouve ça bien aussi de se dire bah, comment les freelances peuvent s'entraider et ne plus être des indépendants isolés, mais plutôt des indépendants connectés, collaboratifs, solidaires. C'est peut-être un mot un peu trop Ouais. idéaliste, mais tu vois, qui collaborent à minimum. C'est top. Et c'est vrai que moi, je vois pas mal de groupes comme ça, d'entraide freelance, pour faire de l'apport d'affaires, des choses comme ça. Je trouve ça super positif. J'ai peut-être un garde-fou par rapport à ça, c'est que, étant donné que ça peut être un peu la jungle malgré tout, parce qu'on propose un peu toutes les missions et que c'est pas très niché, souvent le taux d'effort par rapport au taux de closing peut être un peu plus faible. Je sais pas comment il est chez Highway, et je suis sûr que te connaissant, tu dois avoir un regard très acerbe pour essayer d'améliorer tout ça et tout au quotidien. Mais ça peut créer aussi un peu un épuisement chez certains freelances, de se dire, bah, j'ai essayé de faire quelques deals, j'en ai fait aucun, je suis un peu dégoûté, quoi. Et C'est la difficulté, surtout quand c'est quelque chose qui se fait de manière un peu participative. mmh, C'est mmh. vrai. D'ailleurs, j'en profite peut-être pour, parce que toi, c'est pas mal comme tu l'as fait. Il y en a beaucoup qui le font en mode plateforme, qui proposent de faire de l'apport d'affaires. Je Ouais. pense à des grands noms du secteur. Et la vérité, pour avoir vraiment déplié la machine, c'est qu'ils se servent beaucoup d'un prétendu opportunité d'apport d'affaires pour avoir du CV de freelance Ah ouais. pour leur propre base. Tu vois? Donc là-dessus, je déconseille fortement de travailler via des plateformes. Toi, c'est pas cette logique-là, c'est une logique communautaire, donc j'aime bien ça. Ouais. C'est comme un peu les groupes, certains groupes LinkedIn, etc. Par contre, euh, regardez bien s'il y a des gens dans votre niche pour pas s'épuiser, pour vraiment travailler avec 3-4 personnes qui sont assez dynamiques, pas plus, pour vraiment être sûr que les efforts qu'on met dedans permettent vraiment de faire de la porte d'affaires. Ouais, t'as raison. Sinon, créez votre propre groupe, quoi. Ouais. Ouais, t'as raison, Ouais. t'as raison. Et t'as une idée, enfin, t'en as Yes. parlé, mais en moyenne, un free, il arrive à générer quel revenu complémentaire? Nous, ce qu'on essaie ce qu'on aime, enfin, notre objectif, c'est que le plus tôt possible, il double son TGM. Donc, on a des ambitions qui sont assez fortes et c'est pour ça que dans l'accompagnement, on met en place plein de choses pour aider ça. Notamment, je parlais de 1000 freelances dans la niche, on leur donne aussi des leads, tu vois, il y a plein de trucs pour faire en sorte qu'ils doublent. Qu'ils atteignent l'objectif, quoi. La réalité, c'est que tous ne doublent pas,
Il y en a qui se contentent de se dire, bah, je fais 3-4 deals, etc. Mais quand tu fais 3-4 deals avec des clients finaux à 100 ou 150 euros par jour, en fait, tu n'es pas non plus hyper loin, tu vois. Sûr, Ouais. ouais. Donc, j'ai pas beaucoup de stats là-dessus. Je constate qu'à peu près un tiers, quand ils ont fait quelques deals avec des ESN qui sont plus difficiles, ils sont très méritants d'avoir fait ça, ils en ont un peu marre. Donc, ils ont un fonds de caisse qui tourne à 3-4 deals à 30 à 50 euros. D'accord. Il y en a qui prennent vraiment goût, qui en font régulièrement. Et il y en a d'autres qui voient ça comme un tremplin pour créer une ESN. D'accord. Qui est plutôt en fait une bonne méthode. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Ouais, ouais. Avant de monter Cléta, j'ai fait une ESN. Et en fait, c'est les mêmes méthodes que tu peux appliquer pour une ESN. Donc, c'est intéressant. D'accord. Mais assez facilement, moi, je dirais, pour prendre les grandes mailles, 30, 50, 100 000 euros, voire vraiment davantage. Ouais, c'est Moi, énorme. la première année, j'ai fait 416 000 euros. Donc, tu vois, on peut vraiment faire beaucoup en fait là-dessus. C'est assez spectaculaire. Parce que on touche des commissions qui sont plus importantes. Ouais, Bien parce sûr. que sinon, à 50 euros, il faut en faire un paquet quand même. Ouais, ouais, bien sûr, bien Ouais. sûr. Mais ouais, ça va assez vite. Écoute, c'est impressionnant ces chiffres-là. Donc, Ouais. c'est Ouais. une méthodologie à suivre et tu as un contact qu'il faut avoir dans son réseau. Mais c'est sympa. Mais je pense aussi que les freelances sous-estiment à quel point sur leurs compétences ont de la valeur Absolument. pour proposer, pour évaluer d'autres profils. Ouais, ouais. Là où ils le font peut-être naturellement, voire gratuitement pardon, sur des missions, évaluer un plus jeune qui rentre dans l'équipe, ils pourraient le faire aussi pour de l'apport d'affaires. Ouais, ouais. Tu touches à un autre sujet, presque l'autocensure. Mm. Certains, en fait, n'osent pas, n'entreprennent pas, ne se donnent pas les moyens, du coup. Mm. Là, c'est un peu plus sanctionnant ce que je dis, mais au fait, ceux qui réussissent parfois, c'est ceux qui y croient, ceux qui osent entreprendre quelque chose d'un peu nouveau et qui acceptent le fait que ça marche pas tout de suite, que ça prend du temps en fait de faire pousser un business Ça marche. et qui à chaque fois tente. Et à un moment, au fait, ça prend. Et effectivement, de passer de 0 à 1, bah, ça se fait pas tout de suite. Et combien de portes sont fermées avant qu'il y en a une qui s'ouvre? Ouais. Et moi, des free que j'ai vu réussir, et c'est pas de moi que je vais parler là, ceux que j'ai vu réussir, c'est ceux qui, à chaque fois que je leur ai proposé quelque chose, faire un podcast, faire une interview, écrire un article, venir à un event, témoigner de quelque chose, euh, jouer une opportunité quelconque, en fait, ils sont toujours dispo, toujours favorables, c'est toujours oui. Et en fait, ces mecs-là, c'est ceux qui génèrent de l'apport d'affaires. C'est ceux qui ont les plus gros TJ. C'est ceux qui n'ont jamais d'interruption de mission. C'est ceux qui sont déjà dans une dynamique patrimoniale. En vrai, c'est ceux qui, pour prendre le terme startup, c'est ceux qui scale en fait, dans leur vie comme dans leur business et qui donc ne s'auto-censurent pas, qui se mettent pas de limites et qui se disent bah ok, je tente, j'investis sur moi. Du coup, on revient un peu sur le sujet. Je regarde comment font les autres, j'observe, je me documente. Mm. Mm. Et 100%. puis, je travaille, parce qu'à un moment, ça se fait pas tout seul. Donc, voilà, il y a des mecs, le samedi, ils sont là, il y a des mecs, le dimanche, ils sont là. Ils postent pour se créer la visibilité. Ils achètent la formation de X ou Y. Donc, Ouais. ils investissent, ils sont pas à l'économie. Ah Et, ouais. je trouve ça exceptionnel, le leverage que tu peux te créer juste en côtoyant, en travaillant, en étant formé par des gens qui C'est clair. sont la référence dessus. Et je pense que si on prend Jean, je crois que c'est la personne en francophonie qui a fait le plus d'argent sur le webinaire, donc il sait forcément de quoi il parle. Et je l'ai vu dans son accompagnement, c'est d'un niveau exceptionnel. Et puis, une chose en amène une autre. C'est en rencontrant ces gens-là, tu vois. Moi, en vrai, je te connais depuis, je t'ai dit, je sais plus exactement quand, mais depuis suffisamment longtemps au travers de LinkedIn. Ouais, Regarde, ça s'est fait en quelques jours, en vrai, ouais, totalement. cette rencontre. Mm. Euh, et au fait, de tout ce qu'on vient de se dire là, j'imagine déjà tout le potentiel que ça peut créer derrière. Absolument. En fait, si on ne l'avait jamais fait, Mm. ce serait fermer des perspectives. Et donc, du coup, enfin, modestement et avec humilité, le conseil que je peux donner aux gens, en plus de se dire investis, forme-toi, lance-toi en free, parce que ça, c'est les conseils bateaux Ouais. de tout le monde là maintenant. Mais c'est en fait, faut oser, faut tenter, faut y aller à un moment. C'est jamais simple, c'est jamais le bon moment, franchement. Parce qu'on a toujours une question perso, Mm. euh, un truc qui nous retient, je vais avoir un bébé,
mon mari, ma femme, il est en train de changer de job, j'ai mes parents qui sont pas en bonne santé. Il y a toujours un événement perso. Je suis en train de changer d'appart, et tout ça. Bah ouais, c'est jamais la bonne situation perso, hein. Les éléments conjoncturels, structurels qu'on maîtrise pas. Zuckman, Trump, franchement, mais les regardez même pas, au fait. Parce que franchement, déjà, ça, Tu peux pas avoir d'impact dessus, donc. on peut pas avoir d'impact dessus, donc focus. Ouais. Et au fait, ce qui arrivera, arrivera. Hmm. Donc voilà, on s'adaptera en vrai. Donc, Exactement. voilà. Et à un moment, faut tenter, je pense. Et il y a plein de choses qui ne prendront pas. Et plus tu tentes, plus tu maximises les chances d'échec comme les chances de succès. Mais par contre, une chose qui est sûre, c'est que si tu foutes rien, si tu fais rien en l'occurrence, tu resteras en CDI. Hmm. Et c'est fine, hein, c'est très bien le CDI. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Je te partage un truc exceptionnel qui m'est arrivé quand je faisais des meet-up physiques que je réorganise maintenant. Avec le Covid, on n'en faisait plus. On a tout transformé en webinar. Mais du coup, je refais des meet-up physiques parce que j'adore rencontrer les personnes en vrai. Hmm. Alors attention, il faut les organiser, il faut louer les locaux. C'est toujours un peu plus d'émotion quand tu fais des trucs en physique versus quand tu es devant un ordi et tout ça. Mais j'adore ça. Et une fois, on a invité un free qui est venu de la communauté Highway, qui est là depuis le début d'Highway. Il est encore là, on l'accompagne encore aujourd'hui. Ning, si tu nous vois. Voilà. Et alors, lui, il est natif de Chine, hein, donc il est chinois de nationalité. Et donc, culturellement, haute mindset. Et il a dit quelque chose de très très fort. Il a dit quand je me suis lancé avec Highway, en free donc, j'ai étudié 2 choses. Le risque que je prenais à me lancer, Hmm. ce que tout le monde fait basiquement, mais le risque que je prenais à ne pas me lancer. 100%. Wow, là, il m'a marqué. Et je lui ai dit, vas-y, bah, essaye. Il dit, bah, le risque que je ne prenais pas, le risque que je prenais à ne pas me lancer était beaucoup plus fort, beaucoup plus important. Hmm. Et donc, la balance m'imposait à me lancer, au fait. 100%. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, j'étais confort dans mon CDI. Mais si je ne me lançais pas, je prenais beaucoup plus de risques à moyen terme. Hmm. Parce que ma vie, ma maîtrise de mon destin, l'argent que j'allais générer, mon épanouissement, mon accomplissement personnel, plein de perspectives. En fait, je ne voyais pas maintenant le risque que j'étais en train de prendre pour plus tard. Hmm. Il fallait absolument que je me lance. Il a dit ça en plein meet-up. Non, mais laisse tomber, après, il y a 10 qui sont lancés Ouais. avec nous, quoi. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Souvent, les gens pensent qu'ils sont un peu protégés par le salariat. Moi, je peux témoigner que dans une expérience précédente, je me suis fait virer en rentrant de voyage de noces. Alors, bien sûr, sans raison aucune. Et je suis au prud'homme avec lui depuis 4 ans avec mon ancien patron, Dur. même plus maintenant. Et en fait, la raison, c'est qu'il ne voulait pas me payer mon variable. Je découvre que mes prédécesseurs étaient aussi au prud'homme avec lui, euh, grâce à mon avocat. Et en fait, je pensais être un peu protégé par rapport à ça. Alors, bien sûr, tu as le chômage quand tu. Ça, mais en fait, pas du tout. Ouais, ouais. Pas du tout. Et il faut vraiment prendre le devant, il voilà, faut prendre sa vie en main, très concrètement. Et le freelancing, pour moi, est en fait la meilleure manière parce que c'est toi qui décides comment est-ce que tu alloues les ressources, comment tu les fais fructifier, etc. Ouais, Et ça, complètement. c'est ça qui te sécurise, en fait. C'est pas un potentiel chômage, etc., qui est là juste pour 1 an et demi, 2 ans, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et peut-être autre chose aussi, pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'apport d'affaires, pour moi, un des plus gros leverages au-delà de l'argent, c'est qu'en l'espace de 2 mois, tu sais à quel TGM sont tous tes concurrents, entre guillemets. Tu sais qui sont les clients qui recrutent. Du coup, quand tu veux envoyer ton CV parce que tu cherches une mission, tu sais exactement à qui tu l'envoies. Tu es bien meilleur pour négocier ton TGM, pour les raisons que j'ai évoquées aussi, mais parce que bah, tu commences à avoir un peu la chasse, etc. Et ça te donne aussi une dimension, une structure qui te rend beaucoup plus crédible lorsque tu te pitches, lorsque tu te présentes, etc. C'est clair. Et je trouve que ces 4 leverages-là sont souvent complètement sous-estimés. Absolument. Et c'est un pouvoir, un super pouvoir exceptionnel pour toute ta vie de freelance. Exactement. Et même, du coup, pour toi, à titre personnel, en fait, tu changes, Oui. tu mûris à titre même perso. Oui. Et je confirme complètement ce que tu dis. Nous, on a vu des personnes qui se sont pas transformées, mais presque, en fait, qui ont pris de l'assurance, qui ont pris en sérénité, qui ont pris même en aplomb, Voilà, c'est magnifique. parce que effectivement, en fait, la responsabilité, la liberté que t'impose quelque part ce statut-là,
bah, à un moment, à titre perso, en tant qu'homme, en tant que femme, bam, tu sais, tu libéré de tes chaînes. Tu te sens quand même empoweré Bien sûr. d'une certaine force que ce statut te donne. Alors évidemment, il faut que ça marche, hein, parce que sinon, ça peut être un peu l'effet inverse de. Voilà. Mais complètement d'accord. Ouais. T'as de la, t'as de la trempe, comme on dit en italien. Tu as une certaine grinta qui te donne, tu vois, Ouais, cette niaque où tu te sens capable de tout adresser. Et si tu as l'énergie pour faire avancer les choses, ben, en fait, tu vois, il y a plus de limite. Ça avance. Et franchement, nous, on voit une énergie de dingue chez les frais qu'on accompagne, où tu as l'impression que pour eux, en fait, il y a vraiment, tout est possible. Ce qu'il leur faut, c'est pas ce qui leur manque, tu vois. Ce qu'il leur faut, c'est derrière des gens qui sont vraiment euh, solidaires de leurs enjeux, de leurs intérêts, qui les accompagnent. mmh. C'est le mot accompagner, tu vois. Et donc, si bah, il y a des gars comme nous qui ont compris bah, ce qu'ils font, c'est quoi leur expertise, c'est quoi leur métier. Parce que tu vois, il y a des gens qui comprennent pas ce qu'ils font, c'est quoi leur modèle d'activité, et qui servent de manière vraiment convergente, alignée leurs intérêts, ils vont aller encore plus loin, encore plus vite. Et 1 plus 1 égale 3. Voilà, ça c'est une punchline particulière. Magnifique. Non, mais c'est exactement ça, je te rejoins. Ouais, ouais. Mais non, c'est cool. Mais en tout cas, sur l'optimisation de revenus, qui était quand même le thème, on s'est élargi, mais aujourd'hui, il faut rester en France. Parce qu'au fait, quand on est freelance, en vrai, c'est pas le sujet. On voit plein de montages. Je sais pas si tu en as entendu parler des montages Avec les étrangers et tout. avec l'étranger, long. Écoute, oui, forcément. J'en ai entendu beaucoup parler. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de choses avec des sociétés en Lituanie, avec Ouais, la Belgique, avec la Suisse, avec l'Angleterre, avec des boîtes dans le Delaware, ouais, avec le Qatar. ouais. Ouais. Quel est ton avis là-dessus? Bah, moi, mon avis, c'est que, en fait, j'ai plus qu'un avis, c'est qu'en fait, tous ceux qui ont fait ça, on les voit revenir en France une main devant, une main derrière. Hmm. C'est-à-dire qu'ils nous rappellent en disant j'ai testé, 6 mois après, 9 mois après, bah, en vrai, ils en reviennent parce qu'ils ont vu de l'intérieur le côté nébuleux, risky business du modèle. J'ai même rencontré, moi, des candidats salariés internes des modèles. Ouais. Donc, Ah, franchement, franchement, ne l'optimisation, repas la chandelle là-dessus. ouais, faut faire gaffe. Moi, bon, on va pas parler des modèles. Je les maîtrise pas tous, hein, pour être honnête. Voilà, j'ai vu les boîtes lituaniennes et compagnie. Moi, je pense que déjà, il y a une question de fiscalité. Quand tu es résident fiscal français, à un moment, tu peux pas t'inventer une résidence fiscale ailleurs, premièrement. De deux, quand tu es français, et que tu vis en France, tu peux pas faire n'importe quoi Non. ailleurs. La résidence fiscale est super importante. Ouais. Ouais. Et il y a Et c'est vrai que si notre pays a cette force malgré les tempêtes qu'on se prend dans la gueule, ouais, c'est aussi parce que bah, le recouvrement de l'impôt est extrêmement puissant. bah oui. Ouais. Et en fait, il faut pas prendre non plus ces gens-là pour des teubés. Si tu fais des montages qui sont tricky, on a beau te le dire par le mec qui te vend que c'est totalement safe, c'est pas safe. Ah, Si c'est trop beau, c'est qu'il y a un souci en fait. bah, c'est clair. Et le problème, c'est que les pénalités, c'est toi qui les manges. Et quand tu te les manges, voire même la partie pénale, c'est hyper violent et ça ne vaut pas choisir. Ouais, En absolument. plus que, enfin, il y a énormément de manières d'optimiser ces situations pour probablement avoir plus que les bénéfices que ça pourrait t'apporter. Ouais, Donc absolument. c'est complètement idiot en fait de. Non, allez voir Highway. Et Exactement. ce Et qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que on peut te recommander des gens qui sont salariés qui veulent être freelance ou même des gens qui sont déjà freelance en micro, en URL, tu peux leur apporter quand même la valeur, toi, de network. bien sûr. Ouais, c'est une très bonne question. Bah, en fait, historiquement, quand on a démarré, on était spécialisé dans l'accompagnement ce qu'on appelle nous les aspirants freelance, les néo-freelance, donc ceux qui se lancent, les salariés qui deviennent free. Mais en fait, on attirait aussi beaucoup des free qui étaient déjà free. Hmm. Et donc, du coup, c'est là où on a développé très rapidement cette deuxième offre. T'es déjà free, on t'accompagne à développer ton activité, optimiser ton revenu, te libérer de toute la complexité de gestion, t'accompagner d'un point de vue patrimonial, t'équiper d'un SaaS bien plus puissant que celui que tu peux avoir. Donc oui, que tu sois un salarié qui quitte le salariat pour se lancer en tant que freelance, bah ouais, ça marche.
et que si tu es déjà free, que tu sois en portage, en micro ou sur un format de société SASU, URL, en fait, Highway, ça peut t'apporter aussi beaucoup de valeur. Donc, la porte est ouverte à tout le monde. Hein. Donc, faut surtout pas s'hésiter. Et surtout, la grande particularité d'Highway, au-delà qu'on soit une offre tout en un, au-delà qu'on soit spécialisé sur l'optimisation du revenu, au-delà qu'on gère tout de bout en bout, c'est qu'on gère tous les statuts, donc du portage au format de société avec la possibilité d'évoluer d'un statut à un autre en un claquement de doigts, en gardant la même équipe, Highway, avec les mêmes outils, donc en toute transparence et sans aucune rupture. Et ça fait qu'en vrai, tu es sûr d'être bien conseillé et d'être outillé par le statut qui te correspond le mieux. J'aime beaucoup ça, cette flexibilité aussi d'un statut à l'autre, parce que finalement, c'est comme ça que tu optimises vraiment ta situation par rapport à ta situation, je veux dire. Oui. Mais c'est vrai que la vie, elle évolue beaucoup. Peut-être un moment, tu es célibataire, peut-être un moment avec une famille, peut-être un moment, tu veux acheter une maison, peut-être un moment, tu veux préparer la suite. Et de passer d'un statut à l'autre, etc., C'est ça. c'est exactement ce qu'il faut faire. Ouais. Bah ouais, je pense, ouais. Parce qu'en fait, un statut peut être valable à un instant T de ta vie et puis ne plus être adapté à un autre moment. Donc, il faut être capable d'évoluer. Donc voilà. Bon, bah, c'était cool hein, de se parler. Merci beaucoup, Alex. C'était vraiment Merci à toi. Je pense qu'on a duré plus que prévu, mais c'est ce qu'on dit, hein, plus c'est long, plus c'est bon. Bon, c'est très sympa de te connaître en vrai. C'est trop cool. Et puis, tu vois, comme quoi la réalité est bien mieux que LinkedIn. Carrément. Donc, je suis content. En tout cas, bravo pour le business que tu as lancé. Trop bien. Et de longue vie à Highway. Trop beau projet. Je pense qu'on fait la même chose. On apporte de la valeur aux gens. On fait gagner de l'argent aux gens. Yes. On les accompagne sur le fait de se développer dans leur vie. Et puis, bah, si ça nous permet, nous aussi, de nous développer, bah, tant mieux, tout le monde est gagnant. Donc, ça, c'est cool. Force freelancing. Bah ouais, force freelancing. Et puis, on va faire des choses ensemble, là, du coup. Là. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon, ben, on continue sans être filmé, alors. Hein. Le meilleur est à venir. Merci à toi. Ouais, c'est cool. À plus.